Alors pour conclure avec l'altermondialisation, et j'espère que j'ai été assez clair, malgré la rapidité du propos, par rapport évidemment à la complexité du sujet, eh bien, aujourd'hui nous en sommes à une deuxième forme de guerre qui a suivi donc les 4 ou 5 étapes que je viens d'évoquer. Ça a été d'abord la guerre des prix entre les deux capitalismes, guerre des prix entre les multinationales américaines, françaises, anglaises, canadiennes, japonaises, allemandes, etc. Et maintenant, c'est la guerre tout court. Pourquoi? Parce que la mondialisation néolibérale est morte. Le néolibéralisme est mort. Le néolibéralisme est un échec, un cadavre, un échec cuisant. Premier certificat de décès, c'est la chute de Enron, AOL, Warner, Tyco, Waste Management, etc., etc., tous ces géants du système qui se sont écroulés aux portes de la Maison-Blanche. Eh bien, ces chutes ne sont pas des cas de mauvais management. Parce que je vois aujourd'hui à Harvard, à Princeton, à Yale, à UCLA, etc., des cours, des séminaires, dans les écoles de business et d'économie, des livres qui traitent de management deviation. Oui, Enron, c'est un petit cas pathologique de management deviation. Non, ce n'est pas du management deviation, c'est le système qui est mort. C'est le système du capitalisme financier qui a montré jusqu'à quel point de turpitude, jusqu'à quel point de crapulerie, de traficotage et de mensonge il doit arriver pour garder les profits. Ce système est mort, c'est fini. Et l'acte de décès extérieur, c'est l'Argentine. L'Argentine, 2 ans avant, était désignée par tous les économistes néolibéraux de cette mondialisation comme le meilleur élève du FMI et comme l'étoile du néolibéralisme. Eh bien, on voit très bien ce que ça a donné. La seule chose qui a évité aux États-Unis de sombrer, sans doute, dans un changement de régime dramatique, c'est le 11 septembre. S'il n'y avait pas eu le 11 septembre, aujourd'hui, on serait proche d'un régime socialiste à Washington, à cause de toutes ces chutes et de toutes ces turpitudes intolérables du capitalisme financier. Mais attaquer l'Afghanistan, attaquer l'Irak, avec le prétexte du 11 septembre, vous avez bien vu, le 11 septembre, on trouve un passeport arabe intact dans une tour de béton et d'acier fondu, tout à fait normal. Moi, je me fais construire un abri anti-atomique. Je me fais construire un abri anti-atomique en passeport arabe. Alors, si vous avez des passeports arabes, s'il vous plaît, gardez-les-moi, je les achète, parce que c'est le matériau le plus résistant de l'univers. Oui. Quand le béton et l'acier fondent, le passeport arabe, il reste intact, avec la photo, tout. Il faut en tirer les conséquences. Hein. Alors, sur les 19 terroristes recensés, il y en a 7 qui sont encore vivants, mais on s'en fout. 5 ou 6 au moins, hein, qui sont encore vivants et qui l'ont dit, en vous. 15 sont d'Arabie Saoudite. Mais logique, implacable, il faut attaquer l'Afghanistan. Ça va? Bon, eh bien voilà ce qui permet aujourd'hui au capitalisme néolibéral et à cette mondialisation de se maintenir sous oxygène, c'est en exportant ses problèmes et son chaos ailleurs. C'est en détruisant l'Afghanistan, en détruisant l'Irak, en détruisant demain la Syrie, etc., que les États-Unis maintiennent sous oxygène un système qui, autrement, ne se maintiendrait plus. Alors, pour conclure, quelques analyses et solutions. J'ai encore 5 minutes? Oui? Très bien. Alors, voyez-vous, cette mondialisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été construite et imposée par ce qu'on a appelé plus tard le consensus de Washington, par un certain Occident qui est aujourd'hui en guerre avec un autre Occident. C'est le capitalisme financier de type américain qui est aujourd'hui en guerre contre le capitalisme industriel de type européen, nord-européen, Japon, etc. C'est la guerre euro-dollar aujourd'hui, et de l'autre côté le yen et le yuan qui sont en train de poindre.
et le reste de la planète, donc nous payons les pots cassés de cette nouvelle guerre. Il faut bien comprendre aussi que je ne suis pas contre la mondialisation. Les altermondialistes ne sont pas contre la mondialisation. Nous sommes contre cette mondialisation-là. Nous sommes contre cette mondialisation néolibérale qu'on nous impose comme étant la bouée de sauvetage pour tout le monde, alors que ce n'est rien d'autre que la seule manière pour les plus riches de cette planète de maintenir leur richesse et de les augmenter. Évidemment en appauvrissant le reste et en détruisant la nature. Alors, qu'est-ce qu'une autre mondialisation acceptable, une altermondialisation? Eh bien, ce serait une mondialisation qui respecte les plus élémentaires des concepts, des théories les plus classiques en économie du libre-échange. C'est-à-dire, avant tout, homogénéité maximale entre les pays qui entrent en libre commerce. Je n'ai rien contre le libre commerce. Mais quel libre commerce voulez-vous qu'il y ait entre les États-Unis et le Maroc? Ils vont libre-échanger quoi? Bostella contre des F-16? Non, le libre-échange, c'est un minimum d'homogénéité économique, technologique, culturelle, d'infrastructure, etc., etc., etc. Alors, on entre en libre-échange. C'est ce qu'a fait l'Europe. C'est ce qu'ils ont fait avec l'Espagne et le Portugal. Pour faire rentrer l'Espagne et le Portugal dans l'Union européenne et amener l'Espagne et le Portugal à niveau de ce qu'est l'Europe la plus développée, c'est-à-dire Angleterre, France, Allemagne, eh bien l'Europe a mis en place ce qu'on appelait l'un des plans, le plan Da Vinci. Et le plan Da Vinci, c'est des centaines et des centaines et des centaines de millions et de milliards d'euros donnés à fond perdu à l'Espagne et au Portugal pour qu'ils se relèvent et qu'ils mettent leur technologie, leur infrastructure, leur culture, leur université, etc. à hauteur de l'Europe pour être un marché solvable et un marché de technologie homogène avec le reste de l'Europe. Est-ce qu'on a vu les États-Unis et le Canada faire la même chose avec le Mexique? Un plan tacos. Et donner au Mexique des milliards et des milliards de dollars pour lui dire, fais-toi une infrastructure, une université, une technologie, etc., à la hauteur des États-Unis et du Canada, et alors on entre en libre-échange. Ça, c'est pas du libre-échange. Ça s'appelle de l'exploitation. Point à la ligne. L'ALENA, ça n'a jamais été un accord de libre-échange. L'ALENA est un accord d'exploitation de Québec Inc., de Canada Inc. et de Wall Street pour bouffer ce qu'il reste de travail bouffable, exploitable du Canada et des États-Unis, et bien entendu du Mexique, et la nature avec. Donc voilà ce que c'est la solution. Évidemment, aller vers ces homogénéités-là. Et pour aller vers ces homogénéités, il faudrait une mondialisation dans laquelle les pays riches consentent urgemment, non pas à partager, non pas à aider, consentent urgemment à restituer une infime partie de ce qu'ils ont pillé au tiers-monde. Et je dis bien une infime partie. Comment? Déjà en 1920, Max Weber, le grand Max Weber, estimait que l'Angleterre et l'Espagne, à elles seules, devaient au Mexique et au Pérou 100 milliards de dollars de l'époque. 1920. Juste le Pérou et le Mexique. Ce que doivent l'Angleterre, ce que devaient l'Angleterre et l'Espagne au Pérou et au Mexique pour les richesses connues, pillées, en termes d'or, etc., etc., etc. Bon, alors, imaginez aujourd'hui qu'on demande aux États-Unis, qui n'ont jamais payé leur dette à personne, de payer leur dette à l'Afrique. 2 siècles d'esclavage. Ça coûte combien? Il faudrait qu'on fasse les comptes un jour. Donc, voilà, si vous voulez, ma conclusion, c'est homogénéité, non pas aide et charité, mais restitution. Et on fait les calculs, on peut les faire. Et comment, concrètement, sur le plan mondial, taxe Tobin, taxer les transactions
financière internationale quotidienne, ça ramènerait des milliards de dollars par jour pour lutter contre la pauvreté et aider les pays du tiers-monde à se mettre à niveau. Au niveau mondial, toujours, taxer les profits des multinationales. Jacques Chirac l'a proposé dernièrement. Et faire payer, obliger les multinationales à payer dans les pays du tiers-monde des salaires décents. Non pas payer des salaires de 2-3 cents aux Philippines et des salaires de 5 cents à Bombay. Parce que c'est leur propre intérêt aux pays riches à eux-mêmes. Quand ils détruisent ici des emplois de 20 dollars de l'heure et qu'ils créent des emplois à Bombay à 20 cents de l'heure, celui qui est payé 20 cents de l'heure, il ne pourra jamais acheter ce qu'il fabrique. Jamais. Et le chômeur qui est fait ici, il ne pourra plus l'acheter non plus. Alors ils font du profit à court terme, ils donnent des dividendes à leurs actionnaires à court terme, mais à long terme, ils sont en train de se suicider et de nous tuer avec. Enfin, au niveau mésoéconomique, macro et mésoéconomique, instaurer à l'échelle de régions d'abord des échanges interrégionaux pour des mises à niveau interrégionales, comme le Mercosur, comme le Pacte andin, comme le Maghreb uni, etc. Et sortir de l'euro, sortir du dollar, sortir de toutes ces monnaies qui sont des monnaies mondialisées de fait, qui ont tous les droits et qui n'ont aucune obligation. Et enfin, inscrire dans les constitutions les politiques économiques. Les politiques économiques doivent relever de la souveraineté de la nation et non pas des désirs des patrons de multinationales. Merci beaucoup.